Marocain, il est l'ami du ballon, ça c'est clair. Des jeunes de la diaspora marocaine qui viennent jouer dans la Botola. Que maintenant, on est un des meilleures sélections au monde. Il y a des histoires qui commencent dans le bruit et il y a des histoires qui commencent dans le silence. Dans une salle, autour d'une table, avec juste une conviction et le temps devant soi. Le football marocain, c'est cette deuxième histoire. Celle d'un projet que personne ne voyait venir jusqu'au jour où le monde entier ne pouvait plus regarder ailleurs. Parce que derrière l'essor du football marocain, il y a quelque chose de plus grand encore. C'est l'essor d'un empire. Les choses n'ont pas commencé en 2016, quand j'ai pris effectivement la présidence du football ou de la Fédération royale marocaine de football. Donc Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a inauguré l'Académie Mohamed VI du football, qui a évidemment professionnalisé la formation des talents. Et c'est à partir de là d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui des dizaines de joueurs de haut niveau qui jouent dans toutes les catégories des équipes nationales. À partir de Ounahi, Naif, etc. au niveau de l'équipe A et qui ont joué la dernière Coupe du Monde, et tous les autres joueurs qui jouent dans les différentes catégories d'âge au niveau des équipes nationales. Ce développement n'était pas, il n'a pas sélectionné une équipe, l'équipe nationale A, qui aujourd'hui bénéficie du 8e ranking FIFA, mais toutes les autres catégories d'âge. Aujourd'hui, on a une équipe U17 qui se qualifie au niveau de la zone du Nord, Afrique, en gagnant tous les matchs, les 3 premiers matchs, et il s'est qualifié avec brio. Notre équipe U20, elle est championne du monde. Donc toutes les équipes sont présentes au niveau des Coupes du Monde, organisées, toutes les catégories, à partir des U17, U20. Les Jeux Olympiques, dernièrement, donc on était 3e et on a eu la médaille de bronze. Et donc cette évolution horizontale, structurelle, parce qu'il y a l'effet de génération qui arrive. Aujourd'hui, vous avez vu les derniers matchs, plusieurs joueurs champions du monde U20 qui ont intégré l'équipe nationale A et qui vont continuer à évoluer et aller rivaliser et chercher bien sûr à avancer. Et ce qui est valable pour cette étape, il est valable bien sûr pour la suite. Les U17 qui arrivent en U20, etc., etc. Un jour, le monde a commencé à regarder. Pas seulement les résultats, ce qu'il révélait. Un pays qui avait compris que le football pouvait être bien plus qu'un sport, un outil, une voie, une façon d'exister sur la scène mondiale. Parce que le football, au Maroc, est devenu l'arme d'un soft power que personne n'avait vu venir. Maintenant, football par rapport aux autres aspects liés au rayonnement, au soft power, comme force douce, évidemment, de renforcement et d'ancrage du royaume au niveau de la scène internationale, je pense que tous les pays qui ont réussi le challenge sportif, footballistique, ont profité de ce soft power. Donc de la même manière, et c'est un parallèle en fait, on est conscient que plus on réussit le challenge sportif, plus on va profiter. On va profiter du ranking, on va évoluer. On était 75e, on est 8e, on a profité de ce développement. Mais chemin faisant, évidemment, on profite du rayonnement, de la richesse d'image qu'offre le football à l'échelle mondiale. En fait, par rapport à la gouvernance, on a opté pour un changement dans la continuité et en mettant beaucoup plus d'énergie au niveau des process locomotifs pour accélérer la vitesse derrière et ramener tout le monde au même niveau le plus tôt temps possible. Et donc, on a fait de la démonstration au niveau des clubs via la création des sociétés sportives. Alhamdoulilah, tout le monde a adhéré, tout le monde a fait fonctionner la société. Au niveau de la fédération,
on a continué, mais en injectant du nouveau sang, intelligemment, améliorant les process et surtout mettant les ambitions à des niveaux très élevés et sans faire de casse. C'est vrai que je suis là depuis presque 10 ans et vois l'évolution, pas seulement des foot marocains, sinon du pays, que grâce à Sa Majesté, le roi, qui a fait un développement dans notre pays incroyable, et aussi remercier pour le travail qu'il fait dans le monde du foot, avec l'idée du président. C'est un travail incroyable que les gens ne voient pas beaucoup, mais après, les résultats ils viennent tout seuls. Il a donné toutes les facilités à tout le foot marocain et même à la sélection dans les meilleures conditions. Et la vérité, c'est un plaisir d'avoir un président comme ça et qui te donne les meilleures conditions pour jouer dans les meilleures conditions et aussi performance de la meilleure manière. En tout état de cause, le Royaume était le premier pays qui s'est qualifié en Coupe du Monde pour représenter l'Afrique en 1970. Le Maroc était le premier pays africain qui s'est qualifié au deuxième tour en 1986. Donc le Maroc, on a demandé d'avoir une place sur 20, je ne sais pas, au niveau du comité exécutif de la CAF, chose qui a été faite. Et on continue depuis là à faire notre travail comme il se doit. Maintenant, on ne peut pas reprocher au Maroc une tentative de nivellement vers le haut et rester toujours fidèle à la logique de niveler vers le bas et de scléroser le système et de partager la valeur. Nous, on n'est pas de ce type de management et on est clair. Les discours, c'est bien. Les réussites, c'est autre chose. Et celle-là, personne ne l'a oubliée. Qatar 2022. Un pays africain en demi-finale de Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. Ce soir-là, quelque chose a basculé. Pas seulement dans les tribunes, dans la tête de toute une génération. Les U20 champions du monde au Chili. Les U17 sacrés champions d'Afrique. La CAN remportée à domicile. Ce que l'équipe A a allumé au Qatar, les autres l'ont transformé en flamme. Une après l'autre. Comme si le Maroc avait décidé collectivement que le haut niveau n'était plus une exception. C'était désormais la norme. La Coupe du Monde, c'est là que ça commence tout. Je pense que quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde et être le premier pays africain à arriver à faire ça, c'est que je pense que c'est un feeling incroyable, un moment incroyable, même de voir ta famille, la famille de tous les joueurs, et un moment très uni dans tous les pays, de voir des gens dehors de ces maisons et profiter de ce moment. Je pense que c'était un moment spécial et j'espère qu'on peut aussi arriver à un meilleur moment et surtout de gagner un trophée avec l'équipe nationale et de continuer comme ça. C'était l'objectif et ce résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement est devenu une référence pour l'équipe nationale A en elle-même, ça a servi de référence pour l'ensemble des équipes nationales. Aujourd'hui, les équipes nationales, toutes catégories, quand ils partent jouer une compétition, ils partent avec la volonté de faire mieux que l'équipe A qui a fait la demi-finale. Et c'est l'état d'esprit qui a permis à l'équipe U20 d'aller gagner cette Coupe du Monde au Chili. C'est le même état d'esprit qui a permis à l'équipe nationale U17 de sortir en quart de finale contre le Brésil. Et c'est ça le plus important. C'est un échec dans la tête des joueurs en revenant. Sortir contre le Brésil avec la différence d'un but, 2-1, en quart de finale, c'était un échec. Donc c'est une remise en cause, etc. Aujourd'hui, l'équipe nationale futsal, quand ils partent jouer la Coupe du Monde, ils sont au quart de finale, ils sont 6e mondial. Et pour eux, ce n'est pas encore ça, et il faut continuer à travailler et être à la hauteur des attentes. C'est-à-dire que c'est un changement radical de l'état d'esprit. La pression, c'est la responsabilité. La pression, non. C'est que je ne suis pas du genre aussi à trop m'attarder sur le passé. Je regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on peut faire pour être performant demain.
Et aujourd'hui, on ne va pas juste s'arrêter sur le fait que cette équipe-là, elle était demi-finaliste de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est une fédération forte. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que les plus hautes instances, la structure qui est mise autour de cette équipe est performante. Donc après, si on s'arrête au résultat, oui, des fois on fait un bon résultat, des fois un moins bon, des fois les U20 sont champions du monde, des fois. Mais c'est parce qu'il y a une structure et il y a une fédération qui est vraiment très forte et qui travaille très bien depuis un certain temps. Et en fait, moi, je fais partie de ce projet-là. Donc, je me mets pas, sincèrement, je me mets pas la pression. Et puis, il y a tellement de boulot en ce moment que j'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre que rendre cette équipe plus performante et mettre en place nos idées, transmettre nos principes et construire l'idée de jeu qu'on veut mettre en place. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. L'année 2025, je pense qu'on a joué 9 finales. Et on a joué déjà la Coupe d'Afrique U17. On a gagné. On a joué la finale Coupe d'Afrique U20. On a perdu contre l'Afrique du Sud. On a joué la finale Coupe d'Afrique féminine. On a perdu contre le Nigeria, 3-2. On a gagné le CHAN. On a gagné la Coupe arabe. On a gagné la Coupe du Monde U20. On a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 9 finales qu'on a jouées au niveau des équipes nationales en 2025. Et à part 2 qu'on a perdues, on a gagné tout le reste. Quand est-ce qu'il y a ce changement, comme j'ai dit, ce n'est pas un changement de discours ou un changement qui se décrète ou un changement de texte législatif. C'est un changement d'état d'esprit. C'est un process et une fonction continue. Il commence et il est là tous les jours. Tous les jours, il est manifesté chez l'entraîneur avec une réflexion ou une analyse vidéo en plus, avec le médecin qui va chercher dans un détail de nutrition, de compléments alimentaires. Donc c'est une pression continue sur tous les acteurs, sur tout le truc. C'est une pression exercée à mon niveau, avec les staffs de la fédération. On est en évaluation permanente de N-1 et quels sont les détails qu'il faut corriger pour parfaire le système et l'écosystème. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le football du haut niveau, c'est un football qui se joue sur les détails, sur la maîtrise de détails. Plus vous maîtrisez les détails de cet écosystème, et le détail, ça vous paraît être, il n'y a pas que le détail qui se passe sur la pelouse. Il y a beaucoup de détails. Une équipe nationale, c'est 50 personnes. Comment ils vivent, comment ils se parlent, comment ils conjuguent l'ambition collective, comment ils traduisent l'ambition collective sur le terrain. Ce sont des détails qui ne sont pas traités par les spécialistes du développement footballistique, mais ce sont des détails qui pèsent peut-être beaucoup plus que la maîtrise du schéma tactique. Ces joueurs venaient de partout, de Paris, de Madrid, d'Amsterdam. Ils avaient grandi ailleurs, mais quelque chose les ramenait toujours au même endroit. Un maillot, une couleur, un pays. Ils s'appelaient binationaux et ils allaient tout changer. La gestion des binationaux n'était jamais une gestion de choix instantané ou de décision instantanée. Pour moi, c'est un choix avec l'amour et le cœur. Et aussi avec l'idée de mes parents, que c'était important. Mais surtout, c'était un feeling, c'était, comme je dis, c'est l'amour pour mon pays, surtout pour la culture que j'ai grandi à la maison, que c'était la culture musulmane, arabe et marocaine. Et la vérité, c'était pas facile, mais à même moment, c'était facile, parce que je savais qu'est-ce que je voulais à un moment et à qui je voulais représenter. C'était le Maroc et la vérité, c'était bien passé depuis le premier moment et la vérité, c'est une fierté de défendre ce pays. Bueno, c'est vrai que
grâce à moi, il y a plus de joueurs. Je me rappelle, en ce moment, c'était Hakim Ziyech aussi. Il a choisi le Maroc avant les Pays-Bas. Et c'est vrai que quand on a des exemples de joueurs comme nous, qui ont choisi notre pays, pas natal, mais c'est le pays de nos parents, et ils voient que ça se passe bien, même si on joue en Europe. Et ça facilite à la nouvelle génération aussi de choisir les pays de ses parents. Et c'est vrai que grâce à nous et grâce à beaucoup de joueurs, on a ouvert la porte à cette nouvelle génération. Et la vérité, je suis très content de que cette génération soit aussi le Maroc, parce que c'est très bien pour nous de voir l'évolution de l'équipe nationale et du Maroc. Ça dit qu'on est en train de faire bien les choses. Pour nous, le Royaume, on considère que tous les joueurs binationaux qui portent la nationalité marocaine sont des Marocains à plein droit, et que leur marocanité leur permet exactement ce qu'elle permet aux résidents au Maroc. C'est la seule différence. Et d'ailleurs, c'est la conception qui unit le royaume avec la diaspora, avec les Marocains résidant à l'étranger. C'est une question de choix de résidence conditionnée par le travail, par le métier, par la mission, par le choix, etc., etc. À tous ces Marocains restant dans le football, on présente le projet du football marocain, de développement du football marocain. On ne conditionne pas leur choix footballistique, et leur choix ne change rien dans une relation. Contrairement à plusieurs bruits d'ailleurs, même là, par rapport à cela, il y a du bruit. Il y a du bruit de l'autre côté. Lamine Jamal. Moi, je ne connais pas d'Espagnol qui s'appelle Jamal. Je ne connais pas de joueur durant l'histoire de l'équipe nationale espagnole qui s'appelle Jamal. Très bien, il n'y a pas de problème. Plutôt, notre histoire et notre civilisation nous rendent fiers et capables d'être encore plus fiers quand effectivement la nation marocaine participe à l'épanouissement d'une équipe nationale amie, frère, voisine comme l'Espagne. Le choix de Yamal, on l'a respecté, on l'a jamais contesté, on n'a jamais changé de comportement envers Jamal ni sa famille, qui à ma connaissance viennent souvent passer les vacances surtout au niveau des provinces du Nord, leur terre natale, et ils seront toujours les bienvenus. Les autres font leur choix, on est satisfait à ce que les choix du projet marocain deviennent la règle, mais on n'a jamais, par rapport au choix de joueurs, mis dans la balance la frustration ou la fierté. Pour nous, c'est le football, c'est l'universalité du football. Jouer dans une équipe avec une nationalité administrative, avec un choix, ne change en rien les liens avec le pays. Eh bien, il faut dire les choses, c'est que nous avons aussi la chance d'avoir des binationaux. Alors, ces binationaux, et cette politique d'aller chercher et identifier les joueurs en Europe et à l'étranger nous a permis d'avoir un élan pour former les locaux. Alors aujourd'hui, on est très content d'avoir ces binationaux qui nous ont permis de travailler, de chercher et de bien développer le football à l'échelon local. Quand on parle de talent et de potentiel, nous avons un grand potentiel chez les U17, les U20, les U23, et même en équipe nationale. Nous avons une équipe nationale très très jeune, et à la tête un ballon d'or africain, Hakimi, et un meilleur gardien d'Afrique, Bounou. Je pense que aujourd'hui on est confiant
que le travail, Inch'Allah, sera réalisé dans les délais. Le délai aujourd'hui, c'est 2030. Chercher des talents à l'étranger, c'était la première étape. Mais une nation ne peut pas construire son avenir sur des joueurs formés chez les autres. La deuxième étape, c'était de les former ici, sur ce sol, dans ces rues, dans ces académies. C'est le pari de la formation marocaine. On ne va pas former 1000 joueurs dans un centre pour avoir 1000 grands joueurs, ça c'est clair. On ne peut pas, les ratios de formation, de récupération du haut niveau, ils sont connus. Mais l'élargissement est misé sur la formation permet évidemment aux jeunes qui, sans atteindre le haut niveau, ils vont atteindre les niveaux intermédiaires, être joueurs pro au niveau de la Ligue, être joueur au niveau de la Ligue des amateurs, ou même intégrer une autre activité liée au sport, ou intégrer carrément la société pour une autre activité qui n'a rien à voir avec le football, mais le background de formation, de la scolarité de base, des valeurs de sport. Les valeurs de sport, c'est la raison d'être du football et de nous tous. C'est tout d'abord le fair play, la tolérance, le respect de l'autre, le respect des règles, etc. Donc c'est une philosophie d'être. Et c'est ça ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, aux garçons, filles, tous les jours dans nos centres de formation, avant même de parler de l'aspect tactique, physique, technique du garçon ou de la fille. Et c'est véritablement capital de jouer ce rôle. Et son élargissement permettrait au football d'être un véritable levier d'inclusion sociale. Non, il n'y a pas de secret, c'est le travail au quotidien. Et puis c'est la persévérance, la rigueur des responsables, notamment notre président qui n'arrête pas de nous challenger. Alors lui nous challenge, nous on challenge les collaborateurs qui sont avec nous. Et à partir de là, nous sommes sûrs d'avoir des résultats. Et puis les résultats, c'est dans la durée. Comme l'a expliqué M. le Président tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine, de longue durée, c'est un projet à long terme, c'est pas des projets à court terme étalés sur 1 ou 2 saisons. Par exemple, l'équipe nationale U21, ça fait aujourd'hui 4 ans que cette équipe était en train de se former, et à l'arrivée, elle s'est construite, et puis on a vu le résultat de cette Coupe du Monde. Ouais, je pense qu'il faut être patient, c'est clair, mais il faut travailler. Il faut travailler avec une idée claire, une ligne directrice. Aujourd'hui, elle est claire. On le sent déjà depuis quelques années, avant même que j'arrive. Et en arrivant ici, il y a 4 ans, je me suis déjà rendu compte que voilà, il y avait une ligne directrice et qu'il voulait aller encore plus loin. Il voulait encore performer et rendre beaucoup plus performant la formation au Maroc. Parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs nés à l'étranger qui sont formés dans les plus grands clubs. Mais le but, c'était vraiment de former les joueurs ici. Et donc on voit qu'on progresse à ce niveau-là aussi, que l'écart se réduit entre les joueurs qui sont formés au Maroc et les joueurs qui sont formés en Europe. لو دابا عندنا فرق بحال هاد الوليدات اللي داو لا كوب دي موند بحال هاد دابا ولات عندنا ماشي فرقه واحده، ولا عندنا فروق دابا مأهله الحمد لله. لا تكون تبارك الله في المستوى، هو اللي مخلي هذا الشيء باش طلعوا هذاك الشيء. يعني ولينا نشوفوا بحال هاد الوليدات الصغار وهذاك الشيء كتفرح ماشي. وكنتمناهم يكونوا في ليكيب الاولى ان شاء الله. Le Wydad a intégré la politique de formation qui a été mise en place par la fédération, qui nous accompagne, qui accompagne, je crois, on est 11 ou 12 clubs à avoir intégré ce programme, qui est porté par une société qui s'appelle Evosport, où on a des actionnaires institutionnels qui nous accompagnent dans nos programmes de formation avec donc on doit fournir tout ce qui est infrastructure et de l'autre côté tout ce qui est encadrement, frais de fonctionnement est supporté par la société, bien sûr avec des rémunérations qui doivent être faites par le club à la société au moment de la signature des contrats professionnels des joueurs
Et bien sûr, une partie aussi des transferts futurs qui permettront à cette société d'être autonome financièrement. Alors, Evosport, c'est une filiale de l'université Mohammed VI Polytechnique. Elle a été créée il y a bientôt 2 ans. Donc, son objectif est de participer justement à toute l'évolution de l'économie du sport au niveau marocain et continental. Et l'idée, c'est de travailler justement avec tout l'écosystème du sport pour professionnaliser la pratique, pour créer de la valeur. Et pour cela, justement, on a lancé pas mal d'initiatives, en particulier celle avec laquelle on a démarré notre mission, qui est le programme national de formation de football, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football. Alors, avec la relation avec la Fédération royale marocaine de football, c'est fait de manière naturelle parce qu'il y a le momentum de la Coupe du Monde 2030. On est dans un pays de football. On a des résultats qui étaient exceptionnels en 2022. Et l'idée, avec le président de la Fédération royale marocaine de football, était de penser à comment rendre cet exploit de 2022 durable dans le temps. Et de là, c'est créer cette idée d'investir dans la formation des jeunes, étant donné que Evosport, justement, est lié à l'UM6P et l'ADN du groupe, c'est d'investir dans le capital humain. Donc l'idée, c'est d'investir dans la formation et dans la jeunesse marocaine pour que cet exploit se répète, Inch'Allah, qu'on espère en 2026, mais surtout en 2030 et au-delà. Voilà. Ouais, ça me fait super plaisir parce que c'est des joueurs qui sont de très très haut niveau, qui ont toujours eu les capacités pour jouer en Europe, mais il y a toujours eu ce blocage un petit peu psychologique qui fait que, donc là, quand on a des joueurs comme voilà, tous les joueurs qui sont sortis de l'académie, qui ont joué en Europe et tout, donc déjà ça encourage, ça. Pour les jeunes, déjà, ils disent si eux ils ont pu, pourquoi pas nous, on peut pas y arriver. Donc voilà, c'est un petit peu grâce à tous ces joueurs qui ont réussi que les jeunes vont pouvoir réussir aussi à l'étranger. Former un joueur, c'est lui donner les outils, lui inculquer une vision de jeu, une mentalité, une exigence. Mais ces outils ne servent à rien sans un championnat capable de les mettre à l'épreuve. Lui donner un championnat digne de lui, c'est lui donner une scène. Cette scène s'appelle la Botola Pro et elle n'est plus la même. Moi, je pense que, en tout cas, la Botola, il a bénéficié déjà d'une réforme institutionnelle importante. On a mis en place depuis 7 ans la Ligue professionnelle qui s'occupe de la Botola. Et on a renforcé son indépendance au fil des années. Aujourd'hui, la Ligue Pro est totalement indépendante de la fédération. Et donc la dynamique du football marocain, sans même attendre les résultats de ce programme Evosport, c'était tout à fait logique et normal que l'impact sur la Botola soit positif. En plus de cela, la Botola cette année bénéficie de la mise à niveau de l'infrastructure pour organiser la CAN et l'amélioration de l'image, parce que c'est un chantier sur lequel on a travaillé. Donc le saut qualitatif qu'on a réalisé à l'occasion de la CAN, on veut le structurer et le mettre au profit du championnat de la Botola. Moi, je pense que les étapes du cercle vicieux du football, parce qu'il faut qu'il y ait l'infra, il faut qu'il y ait les matchs, l'image, vous marketez mieux, vous avez plus de moyens, vous renforcez les capacités et vous augmentez et vous montez dans le trend. La Botola, ou le championnat marocain, continuera dans le futur à s'améliorer. Tous les ingrédients sont là, les installations s'améliorent,
la professionnalisation s'améliore, la formation, elle est là, il va apporter ses fruits à toutes les catégories d'âge et je suppose que ce produit, non seulement va consacrer son leadership au niveau continental, le meilleur championnat en Afrique, mais on serait capable de rivaliser les championnats dans pas mal de pays qui nous avançaient de loin il y a quelque temps. En termes de Botola aujourd'hui, je pense que le niveau s'améliore. Alors il est clair que l'avance prise par les équipes nationales est une avance exceptionnelle, hein, puisque nous avons bien entendu l'Académie Mohamed VI qui a fait un travail formidable en formant beaucoup de joueurs que nous retrouvons aujourd'hui dans les grands clubs européens, et en même temps les joueurs formés à l'étranger qui constituent le socle des équipes nationales. Nous avons la chance au Raja d'avoir dans toutes les tranches d'âge des joueurs sortis du club, hein, y compris en équipe A. Nous avions pendant la CAN 2 joueurs venant du Raja, et aujourd'hui on a notre gardien de but qui est deuxième gardien de l'équipe. Donc nous participons quand même au très haut niveau à travers les équipes nationales. Mais au niveau de la Botola, le niveau est en train de s'améliorer d'année en année. Tout l'effort fait sur l'infrastructure exceptionnelle, puisque vous avez pu voir les différents stades dans lesquels on opère. Ces stades ont été mis aux normes internationales aussi bien au niveau de l'aire de jeu, mais également au niveau de l'infrastructure. Aujourd'hui, le stade dans lequel nous jouons, nous avons toute la partie hospitalité qui nous permet d'améliorer nos revenus. On a commercialisé pour la première fois des loges à l'année qui nous ont fait un revenu additionnel, et on a aujourd'hui toute une infrastructure avec des accès au stade très facilités, avec différents niveaux de spectateurs que nous pouvons commercialiser, et tout ça fait que les revenus des clubs s'améliorent, les revenus du Raja s'améliorent, et ces revenus bien entendu nous permettent d'élever le niveau des revenus des joueurs, et donc d'avoir des joueurs de meilleure qualité, et en même temps d'investir dans la formation pour être encore plus compétitif. Toutes les structures du monde ne remplaceront jamais les racines. Elles peuvent les encadrer, les nourrir, les développer, mais les faire émerger, ça, c'est autre chose. Ces racines au Maroc, elles s'appellent le football de rue. Un enfant, une rue, un ballon, c'est de là que tout est venu. On est une société jeune, comme d'ailleurs toutes les sociétés africaines. On a des ratios de jeunesse de moins de 25 ans très élevés dans nos sociétés. Et puis on estime que on a les atouts de pratique footballistique, c'est-à-dire le gamin marocain, il a un talent inné. Les premières touches du garçon du ballon au Maroc vous confirment tout de suite que ce gamin, il a un talent exceptionnel. Les conditions permettant la performance sont là. Le climat, la nature de notre gastronomie, presque totalement naturelle, biologique. Et donc, c'était évident que les marges de progression par rapport au football et au sport d'une manière globale sont là. Moi, je trouve que dans la technique de conduction et de dribble, le Marocain, il est top niveau. C'est vraiment, voilà, on a ça dans les gènes, on aime le ballon, vous pouvez aller à la plage maintenant, vous allez voir des gamins jouer, et vous allez vous dire, waouh, quel talent, ils sont sûrement pas dans des clubs. Et donc, on a ça, et je pense que dans les autres aspects, on doit encore progresser. Et ça, c'est la structure, c'est le travail dans les clubs, dans les académies qui font la différence. Et donc, tout ce qui est passing, on était très bien dans le jeu court, mais on doit se développer dans le jeu long. Tout ce qui est contrôle, c'est pas mal, mais tout ce qui est finition, technique de finition, je pense que là, on doit encore progresser, on doit passer un cap. Donc voilà, sinon, le Marocain, il est l'ami du ballon, ça c'est clair. C'est que lui, le ballon, c'est le top niveau. Je pense que ça veut tout dire, là, le Marocain est l'ami du ballon en référence au football. Donc, il est même le frère du ballon. Le frère, encore mieux. Le frère. Je pense que il n'y a pas un petit au Maroc qui n'a pas grandi avec un ballon au pied, que ce soit dans les plages, dans les terrains de proximité, que ce soit dans les rues, dans toutes les villes. Là, on vient récemment faire le tour du Maroc.
c'est incroyable. Le football vit au Maroc, c'est plus qu'un sport. C'est un mode de vie en fait. C'est un mode de vie. C'est normal. C'est rentré dans la vie de tous les jours des Marocains. Je trouve que ça apporte beaucoup au développement du football ici au Maroc. Le Maroc a un très gros potentiel ici. Les jeunes ont un très gros potentiel dans le football. C'est un pays de football, ça tout le monde le sait. Je pense qu'on l'a assez bien montré dans une vision mondiale. Et on remercie bien évidemment le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président Al-Qajar pour les infrastructures, pour les nouveaux terrains qu'ils font, pour toutes les infrastructures qui ont été faites ici au Maroc. Et ça aide beaucoup les jeunes aussi au développement dans le football. Ils ont développé les centres de formation, etc. Et je pense qu'aussi, il y a un résultat assez clair qu'on peut voir dans toutes les catégories. Le Maroc, dans le football, se positionne en tant que premier. Donc je pense que forcément, c'est aussi grâce au terrain de proximité et la vision qu'a eu le président de la fédération, M. Al-Qajar, et Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Comment ils utilisent bien ces terrains? Je pense que déjà, ils sont très bien placés, déjà géographiquement. Donc surtout ici dans les quartiers populaires, dans les centres-villes, on peut y retrouver beaucoup de terrains. Nous-mêmes, on fait notre contenu ici dans ces terrains-là. Et justement, ces contenus-là sont faits également pour aussi promouvoir tout ce qui est terrain, infrastructure. Et je pense que ça se fait naturellement également, parce que les jeunes ici sont tous attirés par le football. Donc forcément, les terrains également sont peuplés au maximum. Pendant le Ramadan, on peut trouver aussi pas mal de personnes ici qui les utilisent, ces terrains-là, pour développer le football. C'est aussi facile d'accès, c'est ça qui est très bien aussi. Ça a été fait en sorte que c'est accessible pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est vraiment très important pour que tout le monde ait justement cette chance-là de pouvoir jouer au foot, parce que le foot, c'est un sport pour tout le monde. Et je pense pas que ça doit avoir des limites. Et justement, avec la vision que le Maroc a, je trouve que justement, ça aide à évoluer dans l'aspect football et dans tout, en fait, aussi dans le fait que les jeunes puissent sortir dehors et qu'ils ne restent pas à la maison sur leur téléphone. Du coup, on parle de football, mais on parle de plein d'autres choses, pas seulement de football. Quand j'étais jeune, au Wydad, j'entendais les gens parler de Zaki Bato. C'était un très grand gardien qui était formé au Wydad, qui a joué au Wydad et qui a pu faire une carrière professionnelle. Donc ça m'a inspiré. J'espère que moi aussi, je pourrais inspirer d'autres jeunes dans le futur. Moi et Ryan Bounida, on a grandi depuis petit ensemble. On est issus du même quartier. Pour moi, c'était incroyable parce que moi, de base, je le voyais jouer chez moi au quartier. Et quelques années plus tard, je suis là devant mes yeux. Il a intégré l'équipe nationale. J'avais presque les larmes aux yeux. Et je sais que même lui, il a énormément travaillé pour y arriver. Et je sais que depuis toujours, il avait le Maroc dans le cœur. Et franchement, c'est juste une fierté. Et on peut que lui souhaiter le meilleur, Inch'Allah. Des ruelles de Casablanca aux pelouses du monde entier. Chaque pierre a été posée pour mener à un seul endroit. 2030. Une Coupe du Monde à domicile. L'aboutissement d'un projet de toute une génération. Le futur du football marocain n'est plus une promesse. C'est un rendez-vous. Morocco, Portugal and Spain. Walid qui était là, donc on a changé l'entraîneur 2 ou 3 mois avant. On a changé l'entraîneur avant les Jeux Olympiques. Le changement d'entraîneur, il ne faut pas raisonner avec la même logique d'autres fédérations qui ont leurs spécificités et que je respecte. Nous, c'est un processus, c'est une stratégie et chaque personne, quelle que soit sa valeur, etc., il assume une mission qui commence un jour et qui se termine un autre. Et il y a un suivant qui est préparé. Wahbi, l'entraîneur actuel, il était là avec ce projet, donc cette dynamique depuis 4 ans. Il a entraîné l'équipe U20, mais évidemment, il était au bain et il connaît tous les joueurs, et il suivait tous les matchs, et il avait sa lecture par rapport à tous les joueurs et à toutes les situations pendant des années. Et donc, pour nous, c'est une continuité. C'est pas une rupture et on va commencer un cycle. Non, non. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, le socle, il est là, les joueurs sont là, les habitudes sont là,
La maîtrise des détails dont je vous ai parlé tout à l'heure sont là. Et donc pour nous, c'est un processus de continuité avec des personnes différentes, ce qui est logique. Le style, c'est la personne, ou c'est l'homme. Cet entraîneur, il aura sa vision, sa lecture, qui, par rapport aux adversaires, son schéma tactique à mettre en place, etc. Et je pense qu'il a, lui et son staff, tous les ingrédients pour réussir leur mission et aller dans la même logique. Pour moi, le football, il est dynamique à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il se développe. Si on reste figé avec des principes ou un système ou une animation, je pense qu'on fait fausse route, parce que le football aujourd'hui, il a vraiment beaucoup changé. On n'a plus vraiment d'équipe super dominante. C'est des contextes de match. Il y a une équipe des fois qui est dominante parce qu'elle court après le score, une équipe qui l'est moins parce que elle décide de limiter les espaces à l'adversaire. C'est un football fait de transition, un football fait d'intensité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'on a des joueurs qui sont performants quand ils se mettent au service du collectif et qui donc, je ne vais pas dire patriotique, parce que ça concerne aussi dans les clubs. À partir du moment où on met le club, l'entité au-dessus de tout, et qu'on se met au service du collectif, il y a de la place pour beaucoup de joueurs. Et même si ils ont des profils qui sont un petit peu similaires. Donc, j'ai eu 3 compétitions avec les jeunes. La dernière année, c'est 3 compétitions complètement différentes avec des joueurs, les mêmes joueurs. Donc on a eu une compétition où on était super dominant, une compétition où on était super dominant mais avec une maîtrise des transitions, parce que la Coupe d'Afrique c'était ça, en tout cas je parle des U20. Et puis une compétition où on était beaucoup plus bas avec énormément de transitions. Voilà, je pense que c'est un système hybride, des principes pas figés, et le joueur est la norme pour moi. Bien sûr qu'on cherche le résultat, on cherche la performance, mais le joueur est la norme. Donc c'est les joueurs qui font la différence. Le stade, comme je l'ai dit, et ça rentre dans un chapitre plus large lié à la compétition, lié à la Coupe du Monde, qui s'appelle l'héritage. Donc le Maroc, comme je l'ai dit au départ, processus de développement royal, une vision. On n'a pas attendu la Coupe du Monde pour mettre les installations en place ou pour s'endetter, pour investir, etc. On est loin de tout cela. Le seul stade qu'on a construit, nouveau, c'est le stade Hassan II Ben Slimane. Et je pense que la région de Casablanca avait besoin d'un stade de cette taille. Déjà quand on compte les matchs que jouent les 2 clubs emblématiques de Casablanca, Raja et Oak, par année, et qui nécessitent des capacités avoisinant les 100 000, dépassent les 20 matchs. Donc, c'est-à-dire, le Oak et le Raja, pendant une année, avec les compétitions africaines, ils sont capables de remplir largement un stade de 100 000 spectateurs sur 20. À cela s'ajoutent les matchs de l'équipe nationale. Et donc, c'est un besoin du football national et du développement du football national. Évidemment, ça a coïncidé avec cette mise à niveau de l'infrastructure footballistique pour la Coupe du Monde, ça tombe bien. Et on sera ravis donc de voir les 2 finalistes de cette Coupe du Monde évoluer sur ce stade Hassan II Ben Slimane. Et j'espère évidemment que le Maroc en fera partie pour jouer devant ces 115 000. Dit qu'ils sont contents avec pour le travail qu'on fait. Je pense qu'ils devaient voir l'évolution qu'est en train de faire les foot marocains, qu'ils devaient être fiers de tout ce qu'on a construit depuis longtemps. Et je pense que les résultats ils vont venir, c'est sûr. Et ils devaient continuer à supporter nous. Nous, on va donner tout pour cette maillot et j'espère qu'ils restent à côté de nous en tous les moments. Il y a des moments, c'est vrai, que c'est pas facile pour eux, mais on se va battre pour cette maillot et qu'ils rendent fiers à tous les Marocains, comme nous, on est fiers de tout pour les Marocains. Et
merci pour l'amour que vous donnez à l'équipe nationale. Ils ont commencé dans le silence. En 2030, c'est le monde entier qui viendra les applaudir.